Merci à toutes et à tous d'être venus pour ce talk. On est hyper content d'être là avec Nick aujourd'hui. Merci à Tourentech évidemment de nous avoir invités et de nous donner l'opportunité de parler d'un sujet qui nous passionne depuis longtemps tous les deux. Donc sans plus attendre, je vais essayer de faire en sorte que le clicker fonctionne. Ouais, super. Maxime Sanvon-Charlier, je suis Engineering Manager à Payfit et je suis aussi un grand fan de Domain Driven Design depuis très longtemps. Dans les autres choses qui m'arrive de faire aussi, c'est d'organiser aussi des conférences, enfin, notamment une en particulier, Newcraft à Paris, qui a lieu tous les ans depuis 11 ans maintenant. On fait une pause cette année, mais on reviendra encore plus fort l'année d'après. Et puis vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux habituels, mais je ne suis pas un grand producteur de contenu, donc ne vous attendez pas aussi à des révélations de ma part. Je passe la main à Nick. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Merci à toute l'équipe Orga, merci à mon collègue Max aussi. Toujours une joie de collaborer ensemble. On travaille ensemble chez Payfit, pas dans les mêmes équipes, mais dans les domaines qui sont un peu liés, un peu trop liés. On travaille chez Payfit avec des personnes comme OGX, beaucoup de choses intéressantes à discuter. Difficile de choisir un sujet, mais aujourd'hui on a choisi un sujet pertinent pour une audience française, c'est le langage, les langages communs. En France, vous avez la commission d'enrichissement de la langue française. Leur objectif est de remplacer les mots anglais, les mots anglais moches, avec les vrais propres mots français. Par exemple, vous, pas vous, vous êtes belge, vous ne pouvez pas dire streamer. Vous devez dire joueur, animateur, en direct. Ça, c'est la règle. La blague s'écrit. Il faut rien dire. Mais en fait, ce n'est pas une blague. Les langages communs, la langue en général, c'est un sujet très important au travail, au niveau business, au niveau architecture en fait. Et on va expliquer pourquoi aujourd'hui. Juste une petite précision, on ne va pas parler de la théorie, etc. On n'est pas des linguistes. Je ne suis pas linguiste, toi, non? On va juste partager nos expériences réelles chez Payfit sur les vrais projets. On n'est pas des experts, on a juste des expériences à partager. Exactement. Max. Yes. Moi, je vais commencer par une petite image qui résume un petit peu aussi le talk aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les scientifiques s'exclament « Eureka !» quand ils font des expériences. Mais en fait, ça demande un petit peu de ratage successif et de jurons successifs également. On est resté assez soft, hein, vous pourrez ajouter les vôtres si vous voulez. C'est un processus effectivement de découverte. On va de temps en temps faire des erreurs, on va de temps en temps trouver des trucs qui fonctionnent plus ou moins, on va faire des tâtonnements, on va de temps en temps être découragé. Mais à un moment donné, on va y arriver à ce Eureka. C'est la même chose quand on fait des travaux sur la découverte d'un langage commun ou de travaux de modélisation, comme on va parler aujourd'hui. Et quand on arrive à un état satisfaisant, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous voir et vous dire « Mais vous avez passé autant de temps pour faire un truc comme ça ?» Et qu'effectivement, ça c'est une très bon signe, une très bonne heuristique à utiliser pour vous dire « Ok, j'ai très bien fait mon travail, si quelqu'un vient me dire que c'est simple, c'est que j'ai vraiment atteint mon objectif. » Estelle, ce matin, dans son talk, pour les personnes qui ont pu le voir, avait aussi cette citation qui fait beaucoup écho à ce qu'on vient de dire. « La simplicité d'un produit est obtenue en simplifiant le produit lui-même et non pas en cachant de la complexité sous le tapis. » C'est évidemment aussi ce qu'on cherche à faire, nous, c'est de casser cette complexité, d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple dans nos modèles. Donc je vous encourage à voir son talk aussi en replay quand ce sera disponible. C'était hyper intéressant. Aujourd'hui, notre talk va être en 4 phases. On va vous décrire un petit peu les défis auxquels Payfit faisait face et auxquels on a fait face également. Comment est-ce qu'on a défini un modèle? Comment est-ce qu'on a redéfini un modèle, et à la fin une petite synthèse avec quelques key takeaways
dont vous pouvez vous inspirer pour vos propres situations personnelles. Alors, ces défis, quels étaient-ils, mon cher Nick? Ok, on commence avec les défis. Et en général, si vous voyez ce type de problème dans votre entreprise, ça pourrait signifier quelque chose plus technique que pensé au début. Et en fait, PayFit, depuis que je travaille chez PayFit, ça me fascine, le modèle, les concepts. Et au cœur de PayFit, il y a 3 concepts qui sont similaires. Le collaborateur, l'employé et l'individu. Si vous parlez avec des personnes comme Orgix, ils vont dire « Ah, ce sont juste les synonymes, vous pouvez utiliser les 3 mots comme vous voulez, c'est peu importe. » Mais il y a des autres, comme Max. Et pour Max, non, ce n'est pas le cas. Pour Max, chaque mot a son signification importante. Il faut toujours choisir le mot correct pour le contexte. Et c'est plus intéressant parce que il y a des autres termes aussi qui sont liés. Vous avez comptable, admin, travailleur et contrat. Et contrat, ça c'est hyper intéressant parce que comment est-il possible d'avoir la confusion entre un employé, une personne avec un contrat, un document? Comment est-il possible? Mais chez PayFit, ça c'est le problème le plus intéressant, le plus partout dans l'entreprise. Et je crois qu'au tout début de PayFit, il y avait dans le produit, dans le système, le concept d'un employé. Et l'employé avait 2 parties, peut-être plus que ça, mais 2 parties principales. L'information personnelle, le nom, l'adresse, l'email, etc. Et aussi l'information contractuelle, le titre, la date du début, date du fin, salaire, etc. Et avec l'évolution du produit, ils ont vu que, en fait, il y a des personnes qui travaillent pour une entreprise et en même temps, ils ont plusieurs contrats. Et c'est un peu bizarre de dire on a 5 employés, et en fait, non, vous avez un employé avec 5 contrats. Alors, à cette époque, ils ont renommé le concept de contrat. Désolé, ils ont renommé le concept d'employé, de contrat à contrat. Mais maintenant, aujourd'hui, des années plus tard, vous allez voir partout dans l'entreprise le mot employé et le mot contrat qui sont utilisés pas correctement. Vous allez voir des choses au niveau technique comme une personne qui dit « Ah, j'ai un employee ID. Quand j'appelle cette API, j'ai pas de réponse, pas de données. Pourquoi ça ne marche pas? Votre API est cassée. » Et ils vont dire, quand j'utilise le même employee ID avec un autre API, ça marche correctement. Et c'est, ok, dans cette API, le employee ID représente le contract ID. Mais dans cette API, le employé représente le collaborateur. Beaucoup de choses comme ça. Max, quels sont tes problèmes? Moi, je suis engineering manager de l'équipe PNI, Permission and Identity. Donc, on gère tout ce qui est authentification, le login, l'inscription, etc. Mais aussi toutes les autorisations. Donc, qui a le droit de faire quoi dans l'application. Et donc, une fois qu'on s'est connecté, là, j'ai pris mon exemple à moi. Voilà, je me suis connecté sur mon compte PayFit. Au début, quand on se connecte, donc on n'a pas la fenêtre de login ici, mais c'est quelque chose que mon équipe gère également, on se connecte en tant qu'individu, on a un compte, on arrive et on peut choisir ensuite sur quel accès on veut accéder à l'application. Et donc une fois qu'on aura choisi notre accès, donc là je peux choisir mon accès manager, et dans mon accès manager, c'est un espace de type admin, où je vais pouvoir par exemple valider les demandes de congé de mes collaborateurs. Et là, c'est quand moi je veux faire mes propres demandes de congé que mon manager devra évidemment valider, je l'espère. Et une fois que en fait, on a cliqué sur un espace, on arrive sur l'application dans l'espace demandé. Et donc là, on est plutôt représenté comme un collaborateur, donc quelqu'un qui a un accès spécifique à une entreprise. Si on se rappelle un petit peu de tous les termes que Nick a déjà présentés, ça se traduit aussi un petit peu déjà rien que sur cette petite fenêtre. On voit qu'on parle d'individuel, nous techniquement, on a des accès collaborateurs, mais c'est un espace de type employé. Là, on a des managers, des établissements, des comptes, et là, on arrive sur des collaborateurs. On sent déjà que rien que dans cette petite fenêtre,
il y a eu quelques concepts qui ont leaké, on va dire, jusqu'à l'interface. Et ça, évidemment, ajoute peut-être un petit peu de confusion, et c'est évidemment le cas. Si on creuse un petit peu plus loin, en fait, on s'aperçoit qu'on s'est dit, OK, on va avoir un accès par un peu de type de relation qu'on a avec l'entreprise. Admettons que je devienne le manager de Nick. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites, Nick? Non, merci, pas un Belge. J'aurais pu valider tes congés ou tes dépenses. Bref, voilà, OK. Eh bien, Nick, lui, il n'a pas un contrat avec Payfit France. Vous aurez peut-être senti à son accent, Nick vit en Angleterre et il a un contrat avec Payfit UK, qui est une autre entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais je deviens le manager de Nick? Eh bien, je vais avoir un autre établissement qui va être Payfit UK, où je vais pouvoir accéder en tant que manager pour aller valider ou non les demandes de congés de Nick. Et évidemment, là c'est un exemple assez simple, mais on a des entreprises par exemple qui ont des entités mères, qui ont 21 boîtes différentes. Donc imaginez si je deviens manager de 21 personnes dans 21 boîtes différentes, ben, voilà, ça va scroller un petit peu plus bas. Donc on sent qu'il y a peut-être des améliorations à faire là-dessus. En termes techniques, le problème, c'est que toute cette confusion était porté par un système legacy qui s'appelle également shared kernel dans le jargon du domain driven design. Donc c'est une tentative de créer un modèle qui est censé répondre à toutes les problématiques. Donc évidemment, c'est généralement considéré comme un anti-pattern, puisque comme on l'a vu, effectivement, il y a souvent des subtilités, et tous ces termes-là ne signifient pas la même chose à partir du moment où on est dans l'équipe de Nick, l'équipe Employee Management, mon équipe à moi, des permissions, ou d'autres équipes qui gèrent les organigrammes, par exemple, ont besoin aussi de certaines notions avec d'autres subtilités, mais pas de la même exactement. Et donc toute cette confusion, évidemment, ça crée évidemment des soucis, parce que chaque différentes équipes qui détient ces données doit les synchroniser avec les autres. Dès que ça change d'un côté, il faut que ça change de l'autre, etc. On fait beaucoup de traductions, de contrat ID, d'employé ID, etc., de projection ID. Enfin bon, bref, on a des trucs un petit peu dans tous les sens. Et évidemment, tout ça, c'est sujet à erreur. Et quand il y a des erreurs de synchronisation, il y a forcément, ça se répercute dans l'application et des clients mécontents. Donc c'est évidemment pas super pour nous, puisqu'on a des bugs à corriger. Et pour en revenir à mon petit écran là, quand je me connecte et que j'arrive sur ce truc là, eh ben, je suis obligé en fait d'aller interroger ce modèle legacy pour être sûr d'aller rechercher des informations que je vais retriturer à l'intérieur pour être sûr que en fait, ce que j'affiche, ça correspond plus ou moins à ce que la personne a droit de faire ou non. Et enfin, je peux leur donner un accès collaborateur. Donc dans ces situations-là, si on veut apporter de la modernisation, si on veut changer un petit peu notre système, on sent que ça va être compliqué. Parce que dès qu'on touche à ce truc-là, ça a des implications un petit peu partout. Donc il faut absolument moderniser tout ça et déjà s'entendre rien que sur une chose qui est le vocabulaire. Savoir qu'est-ce qu'on entend vraiment par collaborateur, par contrat, par admin, etc. dans les différents domaines. Et ça, évidemment, c'est un travail nécessaire de modernisation à faire qu'on va vous décrire. Donc Nick, comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à donner du sens à tout ce modèle? On peut parler de DDD Open House. En fait, je travaille chez Payfit depuis 2 ans. Et quand j'ai rejoint Payfit, il y avait déjà le concept de DDD Open House. C'est un atelier en ligne qui se déroule tous les lundis. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'ils utilisent l'atelier pour discuter les idées. Pas nécessairement les projets en cours ou les projets qui vont commencer bientôt. C'était juste, on voudrait discuter un domaine pour connaître les concepts plus en détail, etc. Et c'est là où j'ai appris que ce type d'atelier est important pour découvrir les problèmes de langage qui représentent les problèmes techniques. Par exemple, vous avez des personnes qui disent je ne connais pas vraiment le concept individuel. Je voudrais un atelier concernant ce sujet pour apprendre plus. Et dans l'atelier, vous allez voir, il y a des autres équipes qui ont le même problème et leur domaine est impacté un peu plus différent. Et vous allez voir, pour moi, c'est un petit problème concernant le langage, mais ça touche beaucoup en fait. Alors,
Premier conseil, c'est juste de penser dans votre entreprise, avez-vous des espaces comme DDD Open House où il est possible de découvrir les problèmes de langage? Alors, on continue. Yes. Définir le modèle, ça va être la première tâche qu'il va falloir évidemment faire. Essayer de détricoter tout ça. Et nous, on a eu quand même pas mal de bol. C'est qu'un an avant que Nick ne rejoigne PayFit, il y a Christina qui a rejoint PayFit un an plus tôt, qui fait aussi une amie de la communauté DDD depuis de nombreuses années. Et on savait qu'elle allait faire un travail de fond assez intéressant, ce qu'elle a réalisé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris tout ça, elle a pris toutes les équipes, elle a commencé à discuter avec tout le monde, a commencé à faire des ateliers de discovery, de découverte du domaine, etc. Et petit à petit, commencer à dessiner des frontières entre ces différents domaines, ces différents concepts, etc., jusqu'à aboutir à une cartographie de ces différents domaines. Pour nous, évidemment, quand on arrive chez PayFit, c'est du pain béni, parce qu'on a déjà des sous-domaines identifiés et on n'est plus obligé de traiter l'entièreté du domaine à chaque fois qu'on veut aborder un sujet. On peut vraiment se focaliser sur des sous-parties. Donc, merci Christina d'avoir fait ce travail immense de détricotage chez PayFit pour nous. On a beaucoup parlé, Nick. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes? Est-ce que tu as des bonnes recettes à nous donner? Parce que c'est bien de parler, c'est bien de faire des ateliers, c'est bien d'avoir cet espace de discussion, de découverte, etc. Mais à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut agir, parce qu'on ne peut pas continuer à tourner en rond tout le temps. Oui, en fait, en général, c'est normal à mon expérience. Toutes les entreprises, des problèmes similaires concernant les ateliers, des personnes disent « Ok, on a eu des ateliers, et quoi d'autre ?» Et souvent, il n'y a rien qui se passe après l'atelier, et les personnes pensent « Ah, j'aime pas les ateliers parce que rien ne se passe après l'atelier. » Mais ici, on était un peu dans cette position. Je voyais à cette époque beaucoup de conversations, beaucoup d'idées, beaucoup de personnes qui disaient « Oui, je connais les avantages » et des autres qui disaient « Ah, il y a des inconvénients » et les conversations, ils tournaient en rond. Et à ce moment-là, le truc le plus important, je dirais, c'est qu'il n'y avait pas quelque chose de nouvel. C'était les mêmes arguments qui tournaient en cercle. Alors je pensais... quelle stratégie est-ce que je peux utiliser dans ce type de situation? Et je pense toujours, généralement en fait, quand il y a un problème avec un groupe énorme, avec beaucoup de personnes, beaucoup de voix fortes, il faut commencer avec un petit groupe, avoir l'alignement et pas à pas élargir le groupe. Et ici, j'ai travaillé avec l'équipe Employee Management, l'équipe au cœur du problème qui gère les employés, les contrats, les collaborateurs. Avec l'équipe EM, on a défini 3 ou 4 modèles concrets, et ça c'est important aussi. Pour avancer la conversation, à mon expérience, il faut apporter quelque chose de plus concret. Et ici, on a une option préférée, et puis on discute avec les autres équipes comme permission et identifier avec Max. Et à la fin, on a créé une RFC pour toute l'entreprise. Et en général, cette stratégie, j'utilise souvent. Commencez avec un petit groupe, des détails concrets, et vous pouvez avancer et évoluer le modèle. Si vous restez en abstrait, c'est difficile, je trouve, d'avancer. Ici, par exemple, et aussi, c'est intéressant le niveau de détail. Dans la RFC, on avait les options comme ça, ce qui était un peu... On voulait représenter les concepts clés, mais pas trop de détails. Ici, c'est une des options. Dans cette option-là, on avait posé l'idée d'avoir un domaine dédié aux collaborateurs et leur rôle dans l'entreprise. Par exemple, un collaborateur pourrait être un employé comptable, etc. Un autre domaine isolé au contrat et un autre domaine isolé dédié à... on n'utilise pas la phrase en ce moment, mais on utilise le concept Working Agreements. J'explique plus dans une seconde. Mais à cette époque, avec la RFC, je voulais juste clarifier les options
général. Les autres options, c'était plus collaborateurs et contrats ensemble dans un domaine. C'était juste de provoquer les opinions. Quels sont les chemins qui vous intéressent le plus avec ces options? Et puis avec les retours, on peut aller plus en détail. Max, avez-vous des conseils pour les RFC? Oui, un truc qui marche vraiment bien, c'est de commencer vos RFC en mettant tout le vocabulaire métier que vous allez utiliser dans la RFC. Ce qui fait que en fait, vous savez déjà de quoi on parle ici. Donc on contextualise évidemment tous ces termes. Des termes qui ne sortent pas de nulle part, évidemment, c'est les termes qu'on a identifiés avec nos conversations avec le métier, évidemment. Toutes ces définitions, c'est des choses qu'on a évidemment convenues avec le métier aussi. Donc tout le monde est en accord et déjà aligné avec ce vocabulaire, mais au moins on pose les choses sur la RFC, ce qui fait qu'à partir du moment où on présente les options comme celle que Nick a montré, les gens savent déjà de quoi on parle. Et ce qui est important aussi, c'est de séparer les discussions qui vont vous permettre de vous aligner sur un vocabulaire des discussions sur la modélisation en tant que telle. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous commencez à mélanger les deux, c'est là que ça devient vraiment compliqué et que ça risque de tourner un petit peu en rond parce que tout le monde va venir avec son avis, etc. Mais là, on travaille sur le vocabulaire, on l'affiche, on contextualise la RFC et puis les gens peuvent vraiment se concentrer sur les différentes options. Donc ça, c'est une bonne technique pour y arriver. Donc vous avez lancé cette RFC en plein été. Super, très bonne idée, magnifique. C'était par hasard, oui, mais c'était en autre. Okay. Et donc vous avez quand même eu un petit peu de commentaires ou pas Oui, en général, c'était généralement calme. Les personnes venaient et allaient en vacances. Les retours venaient arriver calmement et lentement. Ouais. RFC, aussi pour préciser, c'est Request for Comment. Et exactement. On demande vraiment aux gens de venir faire leurs commentaires. Exactement. Ici sont le langage proposé, les 5 options pour la modélisation et l'architecture, quelles sont vos opinions, etc. Pour commencer, je n'avais pas proposé une option préférée, c'était juste quelles sont vos opinions préférées, quel chemin est le mieux pour toi. Ok. Et donc arrive l'automne, évidemment. Tout ça change en automne. Les personnes revenues de leurs vacances, il est la période de l'année où les responsables veulent exécuter leur feuille de route et maintenant, il faut prendre la décision. On ne peut pas juste attendre les retours. Maintenant, les projets sont bloqués, il faut prendre les décisions. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? À ce moment-là, après la RFC, il y avait beaucoup d'alignement, j'étais content avec ça. Il restait peut-être 2 ou 3 petites choses avec une manque d'alignement. Et un des problèmes, c'était la question là. Est-ce que tout le monde est un collaborateur? Est-ce qu'un stagiaire, un individu, un comptable, est-ce qu'on considère tous les types de personnes comme un type de collaborateur? Et dans le système, on va avoir le concept de collaborateur et tous les autres concepts sont liés au collaborateur. Il y avait certains qui disaient oui, on devrait faire ça, c'est une bonne idée, ça c'est mon modèle mental. Et il y a des autres qui disaient non, un employé c'est rien du tout avec un individu, un comptable, ce sont les concepts hyper différents, il faut les séparer à tout prix, etc. Ok, mais vous arrivez quand même à prendre des décisions dans ces cas-là. Comment vous faites pour avancer du coup? Parce que vous aviez plein d'options. Du coup, à ce point-là, oui, on a décidé, on avait un accord. Oui, tout le monde était collaborateur, mais je sentais
On va voir, on verra. Mais vous êtes parti avec cette idée quand même. Donc vous êtes dit, ok, on va choisir ce modèle pour avancer, comme tu dis, pour essayer justement de faire en sorte que les managers soient contents que les feuilles de route avancent. Exactement. Les managers, plus important. Ouais, toujours. Toujours. Donc on montre qu'on avance, on a fait un choix. Il n'est pas parfait, comme tu disais. Peut-être qu'il y avait encore des trucs un peu en suspens, mais vous avancez. Et donc pour avancer, vous faites quoi généralement ? Comme j'ai dit avant, dans ce type de situation, je trouve que c'est toujours utile d'aller plus en détail pour discuter les vrais cas d'usage. Et ici, on a créé un schéma. Et quand une personne dit, par exemple, mais le modèle que tu as proposé, ça ne marche pas dans mon domaine parce qu'on a un cas d'usage où on a un responsable comme Max qui gère les employés dans plusieurs pays, mais il est une personne, mais votre modèle dit un collaborateur est lié avec une seule entreprise. Comment ça marche? Et on explique, OK, pour l'instant, dans votre domaine, vous devez avoir un collaborateur par entreprise. On va continuer avec le modèle, avec les responsables comme Max, ils auront toujours plusieurs collaborateurs. Dans l'avenir, ça va changer peut-être. On va avoir des collaborateurs qui sont liés avec plusieurs entreprises, mais pour l'instant, pour l'année prochaine, vous pouvez avancer avec vos projets avec ce modèle-là. Ça ne va pas changer pendant l'année prochaine. Okay. Et aussi, on pourrait clarifier quand une personne dit mais je suis dans le domaine org structure et je vais recevoir des collaborateurs ID. Comment ça impacte mon domaine? Et on peut dire ici, c'est toujours un collaborateur qui est lié avec un membre ID, par exemple. Et ça, c'est la stratégie, c'est simple, mais c'est juste discuter les vrais cas d'usage et utiliser votre modèle pour clarifier comment ça marche pour ce cas d'usage précis. Okay. Et il faut acter cette décision maintenant. Comment est-ce que vous faites? Exactement. Et après tout ça, vous pourrez arriver avec les ADR, les records de décision architecturels. Ouais, on ne traduit pas, je pense qu'on est plutôt à Architecture Decision Record aussi en français. Mais le truc important ici, c'est toutes les conversations, toutes les modélisations, toutes les discussions de langage, on les utilise ici dans la spécification technique pour l'architecture, pour le système qu'on va implémenter. Ici, par exemple, vous pouvez voir le mot, c'est un schéma d'un événement qui est produit dans le domaine Employee Management. Vous pouvez voir le nom Working Agreement Registered. Pendant ces discussions, on avait découvert on n'utilise même pas le mot contrat correctement parce qu'on utilise le mot contract pour signifier plusieurs choses qui ne sont pas des contracts. Ça, c'est un working agreement et un contrat est un type de working agreement. Alors, on a renommé le concept contrat encore à working agreement. Et en général, ça, c'est toujours l'idée dans ma tête quand j'organise des ateliers. Je vais arriver aux décisions nécessaires pour implémenter les choses dans le système. Super important. Ok, on passe à la suite. Partie 3, redéfinir le modèle. Alors ça me perturbe un petit peu parce que vous avez fait pas mal d'ateliers, vous êtes arrivé à un consensus. Rien n'est fini. Ouais, d'accord, ok. Mais bon, vous avez quand même fait des ADR, etc. Mais il faut quand même redéfinir le modèle. C'est quoi qui vous a dit qu'il fallait encore y remettre un coup? En général, il est important de penser en avance, de définir un modèle pour éviter d'avoir les problèmes dans l'avenir qui étaient évitables. Mais aussi, en même temps, il est impossible de penser en avance tous les cas d'usage. Il y aura toujours les cas d'usage qui arrivent et tu penses « Ah !» Ça casse. On n'a pas pensé à ça, c'était impossible. Ou même la stratégie du produit évolue, ça pourrait changer, etc. Alors, il faut toujours redéfinir, je crois. Ok. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, en fait. Je suis arrivé en décembre 2024
Et qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les discussions qui étaient en cours, c'était sur un sujet qui me concernait vraiment, vraiment de très, très, très près, puisque là, on parle des rôles. Ok, donc si je reprends mon petit écran, alors c'est une presse facile à faire pour moi, hein, je reprends chaque fois le même screenshot et j'ajoute des trucs, donc ça c'est nickel, j'aime beaucoup. Donc en fait quand on arrive sur cet écran, on voit qu'on a deux types d'espaces, un espace de type admin qui me permet d'accéder à mon profil manager, mon rôle manager, et un espace employé, sauf que moi, quand je commençais à regarder un petit peu derrière ce que ça représentait chez nous, de notre côté, dans mon équipe, ben, je me rendais compte qu'en fait l'employé, il n'avait pas de rôle. C'était pas quelque chose qui était donné à un employé. On ne donnait pas de rôle à un employé, mais là, on donnait des rôles de manager à quelqu'un ou de comptable, etc. Donc, il y avait déjà des incohérences qui étaient... bon, ça sentait pas très bon, cette histoire de rôle. Et puis, surtout, les gens utilisaient cette notion de rôle pas pour donner des permissions à quelqu'un, puisque moi, ma définition, c'est, bah, écoute, tu dis que cette personne, elle a le rôle de manager, donc je vais l'autoriser à valider les dépenses, par exemple, ou valider les congés. Donc c'est un ensemble de permissions. Mais pour d'autres équipes, le rôle servait à positionner une personne dans un organigramme, par exemple. Donc on sentait que cette notion partagée entre tout le monde avait vraiment des finalités complètement différentes, et du coup ça a créé évidemment une confusion, puisque en fait, comme c'était moi, mon équipe qui détenait cette information, les gens venaient m'interroger pour me poser des questions qui n'avaient rien à voir avec les permissions. Donc j'ai commencé à un petit peu baliser quand j'ai rejoint Payfit sur ces sujets, et c'était une discussion vraiment intéressante. Donc qu'est-ce qu'on a refait ? Ici, c'était un DDD Open Hours, c'était en mai 2025, Yes. L'année dernière. Et l'idée, c'était... la plupart du modèle était bien défini, c'était juste 2 ou 3 concepts encore, comme les rôles, tout le monde est un collaborateur. Alors, dans ce genre de situation, ma stratégie est toujours, OK, quelles sont les options ? Discuter les options et puis prendre une décision pour avancer la conversation. Et ici, on a fait ça s'est bien passé à l'atelier. Et à la fin de l'atelier, on a pris la décision et j'ai demandé à tous les invités quel est votre niveau de confiance avec la décision qu'on a faite aujourd'hui. Et vous pouvez voir, la plupart du monde avait plus de 90%. C'est nickel. Mais il y avait des autres qui étaient plus proches de 50%. Et ici, c'est un autre point de décision. Est-ce que vous allez ignorer certains et accepter, on a beaucoup d'alignement, c'est suffisant d'avancer, ou est-ce que vous allez penser, il y a peut-être quelque chose là qui est important de discuter avant d'avancer. Et ici, je pensais à ça. Pourquoi ils n'ont pas contents? À cette époque, je travaillais à Payfit 1 an, et les autres, ils travaillaient chez Payfit plus de temps que moi, et je pensais, ils sachent quelque chose. Je vais continuer avec eux. Je ne vais pas les abandonner à ce point-là. Une intuition, tu as eu une intuition. Une intuition, exactement. Alors, enfin, on a trouvé une solution, et tout le monde était d'accord avec cette solution. J'explique la solution et puis j'explique la raison pour la solution après. C'est un peu complexe, c'est un peu nuancé, c'est difficile d'expliquer, mais je vais tenter. On a décidé d'étendre le concept de working agreements. Comme Max a expliqué un peu, il y a certains types de collaborateurs qui ont des working agreements. Par exemple, un employé a un contrat, un mandataire a un mandat, un stagiaire a... Une convention de stage. On l'utilise toujours, internship, c'est pas le nom. Mais il y a des autres, comme le admin, comptable, responsable externe, ils n'ont pas de working agreement. Et on a décidé, si on utilise le concept de working agreement pour tous les collaborateurs, cette phrase encore, tous les collaborateurs, ça va résoudre le problème. Mais pourquoi ça résout le problème? C'est parce que l'équipe de Max et le concept des rôles. Je ne sais pas expliquer parfaitement, mais je vais revenir aux questions. Est-ce que tout le monde est un collaborateur?
Ça, c'était le problème qu'on discutait pendant les ateliers, pendant les RFC, etc. Mais à la base, c'était le concept des rôles dans le domaine de permission et identité. Et c'était parce que les domaines comme OrgChart, ils utilisaient le concept de rôle, de mettre en œuvre des règles métiers. Par exemple, est-ce qu'un employé dans une entreprise pourrait être un responsable d'un autre employé? Il y a des règles comme ça. Et les personnes, juste pour revenir, les personnes qui étaient là, ils expliquaient pas clairement, mais ça c'était leur problème. Leur problème était, ils ne voulaient pas les dépendances de OrgChart et Employee Management sur permission et identité. Beaucoup de choses intéressantes ici. Peut-être j'explique deux. On a combien de temps? OK. Premièrement, pour moi, pourquoi c'est un problème? Premièrement, le concept de rôle. Parce que le concept d'un rôle a deux significations importantes ici. Dans une entreprise, on a tous les rôles. C'est normal. J'ai un ingénieur, il est responsable. Et ça, c'est pourquoi ça semble normal de dépendre sur le concept de rôle ici et ici. Mais là, ce sont des rôles qui concernent une personne qui est connectée à l'application. C'est deux rôles différents. Il y a des relations entre ces deux types de rôles, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Et pour clarifier, pour moi, j'utilise l'exemple. Imaginez si vous n'avez pas de PayFit, pas d'application logicielle, et vous utilisez le papier. Vous allez avoir les règles qui disent qui pourrait être responsable d'un autre emploi, etc. Ce sont des règles métiers qui concernent votre entreprise. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un système de permission et identité pour mettre en œuvre ce type de règles. Merci. Ok Marc, je te laisse mieux expliquer s'il te plaît. Mais soulagement évidemment pour mon équipe, puisque ça nous permettait de nous projeter évidemment sur notre responsabilité de effectivement définir nos rôles à nous comme des permissions accordées à un utilisateur connecté, nos fameux individuals, et on pouvait à nouveau se concentrer sur cette notion, notre propre notion, sans forcément qu'elle ait d'impact ailleurs, puisque on allait avoir d'autres données qui allaient nous permettre en fait finalement de régler leurs problèmes sans s'appuyer sur nos notions de rôle à nous. Donc on pouvait nous découpler, ce qui a permis notamment à mon product manager de commencer à imaginer des maquettes supplémentaires sur notre vision, et on s'est dit aussi, bah tiens, est-ce que c'est vraiment des rôles dont on parle ici par rapport au petit écran que je vous ai montré plusieurs fois? Et on s'est dit, mais en fait, on a un meilleur concept encore, c'est des access profiles. Et donc, on va gérer des profils d'accès. Et donc, on a renommé cette notion de rôle aussi en interne. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, où on va définir plutôt des profils d'accès. Et ces profils d'accès, il y a encore moins du coup de raisons de confondre ça avec des rôles et que ça déborde sur d'autres domaines qui pourraient s'appuyer sur ces informations pour faire je ne sais pas quelle décision de graphique ou autre. Donc c'était vraiment intéressant pour nous parce que ça nous a vraiment libérés d'un poids et ça nous a permis de commencer à réfléchir sur la suite. Donc c'est vraiment hyper important d'apporter ces clarifications au sein des domaines et de bien définir les choses et de ne pas hésiter, comme le Working Agreement ou le Access Profile, de créer des nouveaux concepts qui vont nous aider vraiment à aller de l'avant et d'anticiper aussi des besoins futurs. Ok, eh bien, petit moment pour faire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit. On a dit pas mal de choses, évidemment, donc on va essayer de voir un petit peu les choses un petit peu clés à retenir par rapport à notre parcours. Et on a déjà parlé un petit peu d'intuition. Je pense que c'est la première chose que dont tu veux parler, Nick. Ok, oui, pour moi le but de cette conférence, l'idée principale pour moi, c'est que comme les ingénieurs, les architectes, etc., vous allez voir toujours les problèmes de langage, des synonymes, des ID qui sont un peu bizarres, mais vous pouvez penser, c'est peu importe, c'est pas idéal, mais je suis pas idéaliste, optimiste, etc., perfectionniste, je continue avec les petits problèmes. Mais quelquefois,
ces problèmes de langage, ils cachent des problèmes plus profonds qui créent la complexité dans votre architecture qui est évitable. Et pour moi, c'était le cas ici. Ça semble hyper simple, mais on avait beaucoup de mots, beaucoup de confusion. Collaborateurs, employés, contrats. On ne pensait pas au rôle vraiment au début de la conversation. C'était après toutes ces discussions avec plusieurs équipes, les DDD Open Hours, on a découvert, waouh, maintenant c'est très clair, c'est le concept des rôles. Et maintenant, c'est facile maintenant, non? Oui, c'est beaucoup plus simple. Ça nous demandait un petit peu de temps, effectivement, d'y arriver. Et ça nous permet encore, voilà, un exemple que j'ai pris cette semaine de mon PM qui s'est amusé à imaginer toutes ces avancées au niveau des access profiles pouvaient nous amener sur ce genre d'interface. Donc on pouvait éventuellement commencer à avoir ces fameux access profiles en fonction de si on se trouve sur une organisation, sur une entreprise, le type profil d'accès qu'on a. Et donc maintenant avec des Figma Make ou Odelovable, il y a moyen vraiment de s'amuser et de commencer à se projeter sur ce que nous donne comme possibilité cette nouvelle modélisation et ce que ça nous permet de faire qui était vraiment très compliqué à faire avant, puisqu'à chaque fois qu'on changeait quelque chose, ça avait un impact incroyable sur d'autres équipes qui logiquement n'auraient pas dû être impactées. Toute cette approche itérative de découverte, etc., c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient aussi du modèle Exploration Whirlpool de Eric Evans. Eric Evans, c'est la personne qui a écrit le livre Domain Driven Design en 2002. Et ce document reste évidemment toujours une très grande inspiration pour nous. On y revient tout le temps parce qu'il explique vraiment cette démarche d'aller rechercher ces fameux use cases, de tester ces use cases, de vraiment challenger son modèle. L'idée, c'est vraiment ça, d'aller chercher des informations pour voir si ce qu'on a imaginé tient la route, de faire du test dans du code, de reproposer d'autres modèles, d'explorer le langage comme on l'a vu, d'affiner ce langage comme on l'a vu aussi avec ces working agreements ou ces access profile. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses qui sont du common sense, on va dire, mais des choses qui ont déjà été évidemment théorisées par des personnes comme Eric Evans dans la sphère DDD, Domain Driven Design. Un autre point aussi, évidemment, c'est essayer de ne pas rester bloqué trop longtemps ou d'arriver dans cette situation où les gens se disent non, les ateliers, ça sert vraiment à rien, on n'en tire jamais rien, etc. Juste pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de décision à un moment donné, les gens vont penser que évidemment ça n'a aucun intérêt de continuer à passer des heures et des heures à discuter puisque tout le monde va camper sur ses positions. Donc prenez les approches comme Nick a proposé, de prendre un petit groupe, d'avoir un alignement, de commencer à construire dessus et puis de chercher un consensus. Et même si ce n'est pas parfait, au moins vous avancez avec quelque chose de concret qui est documenté et sur lequel les autres équipes peuvent s'appuyer, quitte à ce que ça nous montre qu'effectivement ça ne tenait pas forcément la route. Et évidemment, on en revient à cette image du début où on va passer par plusieurs étapes et à un moment donné, on va avoir quelque chose de vraiment satisfaisant. Donc, quand vous êtes responsable d'un domaine, prenez vraiment, anticipez tout ça. Quand vous sentez, comme Nick disait, qu'il y a des incompréhensions, des problèmes de vocabulaire, d'alignement, de modèle ou de blocage, que ça vienne de la tech ou du produit, parce qu'on a vu qu'évidemment, tous ces éléments de couplage se retrouvaient évidemment dans les interfaces à un moment donné, donc ça a vraiment un impact aussi sur nos clients, sur la clarté du produit. Donc faites ces ateliers de découverte en mettant en place par exemple des rituels comme le DDD Open Hour ou autre. Faites vos ateliers de modélisation, mais le plus important, comme Eric Evans le rappelait dans son Whirlpool Exploration Model, c'est essayer de casser votre modèle, essayer de le rendre caduc par tous les moyens. Et par tous les moyens, je ne sais pas, on pourrait même imaginer lui balancer un pot de rillettes de tour dans la tronche, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment casser votre modèle, il faut vraiment essayer de faire en sorte de trouver le truc qui va vous dire allez, pour ce coup-là, ça ne marche pas, on va réitérer une nouvelle fois et on va l'améliorer en fonction du feedback qu'on a reçu. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas
pas de nous mettre un petit commentaire, si vous avez. Il nous reste quelques minutes pour reprendre des questions. Il y a déjà une question. Oui. Ça, c'est très important, effectivement. Donc ce langage, il doit être visible, il doit être documenté, et il doit être évidemment proche du code, mais pas que. Quand on se penche un petit peu sur la théorie du ubiquitous language dans le jargon de design, on voit que c'est quelque chose qui est co-construit par le métier et par la tech, et que chaque entité peut influencer ce langage, parce qu'en tant que tech, de temps en temps, on doit créer des nouvelles abstractions qui ne font pas partie du langage métier à l'origine, mais qui vont vraiment solutionner ou rendre beaucoup plus simple le modèle. Et évidemment, ces deux parties doivent toujours être au courant de ce vocabulaire pour être sûr de pouvoir toujours communiquer, puisque si on parle de working agreements du côté tech et que le produit ne le sait pas, il n'y a pas de communication, donc c'est pas bon. On peut commencer très simplement à définir tout ça dans des fichiers qui sont versionnés quelque part proche du code. Mais il y a aussi des outils qui existent, qui permettent vraiment maintenant d'aller très très loin. Et on est en train de travailler avec une personne qui s'appelle Chris Simon, qui a inventé, qui est l'auteur d'un outil qui s'appelle Contextive. Et Contextive, c'est un outil qui est de base gratuit, donc qui permet par exemple via des fichiers texte, de décrire ces différents domaines, les différents langages utilisés dans ces domaines. Et dans le code, quand on survole un terme dans un contexte particulier, on a la définition qui s'affiche, etc. Donc on a une vraie communication et on peut potentiellement générer de la doc. C'est Contextive, l'outil. Contextive. Et il a poussé le truc vachement plus loin. C'est que maintenant, en fait, comme on veut que le métier aussi soit acteur dans la création et la co-création de ce langage, et ben cet outil, en fait, au lieu d'être versionné uniquement dans le code, en fait, la source de vérité va être centrale et on va pouvoir connecter différentes sources comme Notion, comme Slack, comme des plugins sur vos navigateurs, etc. Et donc, tout le monde va potentiellement pouvoir utiliser ce langage et donc surtout le mettre à jour de différents endroits pour garder cette cohérence. Donc ça, c'est l'outil Contextive qui fournit une solution. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment des outils super, mais il y a moyen de s'en sortir sans investir dans des solutions payantes. Je crois que le Contextive a une version gratuite qui est vraiment très très bien déjà. Ouais. Eh bien, notamment, Nick est en train de faire un gros travail, ce fameux Blueby Boulga que je présentais au début, où il y avait un petit peu toutes les notions qui étaient mélangées. Il est en train de l'attaquer avec un collègue. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pas juste évidemment renommer les choses ou remodéliser les choses là-bas, c'est de évidemment impacter les changements dans les différentes choses, et donc ils prennent aussi cette responsabilité d'inner sourcer potentiellement dans les autres repositories des autres équipes les changements pour répercuter tous ces trucs-là à partir du moment où tout le monde est aligné, avant que tu vois un truc, une PR débarquer dans ton code, tu dis c'est quoi ce truc-là? Non, évidemment, il y a eu un travail d'alignement bien avant. Donc c'est une des techniques qu'on utilise, de pouvoir refactorer aussi le code des autres qui touchent le modèle central, quoi. Donc il y a d'autres approches qu'on peut prendre, mais ça, c'en est une qui est plutôt cool. Et Core Entities, là, vous allez en voir le bout bientôt. Exactement. J'ai 3 PR qui restent pour ton équipe, quand vous avez le temps, s'il te plaît. Je sais. Très bien. Autre question? Oui. En général, je dirais, on avait tous les points de vue avant les ateliers avec la seule équipe, et c'était pas vraiment le début du projet de
de decision making, de prise de décision. C'était en fait, on a beaucoup d'informations et maintenant il faut le concrétiser et définir les options concrètes. Alors, avec l'équipe EM, c'était, je ne sais pas expliquer, ma tête est vide, mais en général, c'était, après, on a reçu toutes les opinions, toutes les idées, etc. Et je pense que les autres personnes, ils pensaient pas, ah, je ne suis pas inclus dans le processus, parce que c'était leurs opinions et leurs idées qu'on a utilisées. Et à chaque étape, on a discuté avec les équipes liées pour évoluer les modèles, mais c'était jamais le modèle final. Et avec la RFC, c'était toujours la période où vous pouvez discuter et vous pouvez proposer les idées. Et la RFC, en fait, c'était 4 ou 5 chemins possibles. Alors, je voulais clarifier à cette époque, pas de décision finale, on veut juste savoir quelle direction on va continuer, quelles sont les idées en général qui sont les plus populaires dans l'entreprise. Il nous reste... Non, je pense qu'on est fini. Ok, super. Merci beaucoup.